Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Aujourd'hui, notre récit nous transporte à New York, aux États-Unis, où nous explorons le destin tragique de Callie Ann Poulton. Née le 20 septembre 1989 à Rochester, Callie était la lumière de la vie de ses parents. Enfant unique, elle était l'objet de toute leur affection et de tout leur amour. Cependant, lorsque Callie avait 3 ans, ses parents ont pris la décision difficile de divorcer. Callie est restée avec sa mère, Judy, tandis que son père a continué à entretenir une relation amicale avec son ex-femme, rendant visite à sa fille régulièrement. Judy et Callie ont déménagé dans un complexe d'appartements situé dans un quartier résidentiel paisible de Rochester. Malgré le soutien de son ex-mari, Judy a rencontré des difficultés financières. Pour y faire face, elle a pris un emploi à temps partiel lorsque Callie avait 4 ans. Son objectif immédiat était d'économiser suffisamment d'argent pour emmener Callie à Disney World l'été suivant. Judy livrait des magazines aux clients de son quartier. Le soir du 23 mai 1994, Judy se préparait pour son quart de travail. Assise à la maison, elle insérait des prospectus dans les magazines avant de sortir pour les livrer. Vers 18h45, Callie a demandé à sortir pour une promenade. Le temps était clément et elle voulait faire du tricycle. Voyant d'autres enfants jouer dehors, Judy a accepté de laisser Callie sortir pour quelques minutes. Judy avait encore quelques minutes pour terminer avec les prospectus. Ensuite, elle prévoyait de livrer les magazines et d'emmener Callie au McDonald's. Une fois qu'elle a terminé, elle a pris les magazines et les a emmenés à la voiture, prévoyant d'appeler Callie pour rentrer à la maison. Cependant, lorsque Judy est sortie, Callie avait disparu. Elle a cherché partout, a appelé son nom, mais il n'y a eu aucune réponse. Judy a fait le tour de la cour, puis a commencé à parcourir les terrains du complexe, mais Callie était introuvable. Le silence était assourdissant, sans le bruit caractéristique du tricycle de Callie. Avec chaque seconde qui passait, la panique de Judy grandissait. Ses cris ont rapidement attiré l'attention des voisins. Elle leur a demandé si quelqu'un avait vu sa fille, mais personne ne savait où elle était allée. Les voisins se sont joints à la recherche, mais ils n'ont pas pu trouver Callie, ni son vélo. Le complexe était principalement couvert d'arbres et entouré d'une clôture séparant les maisons de la zone voisine. Judy était convaincue que sa fille, Callie, n'aurait pas pu disparaître toute seule. Callie avait toujours été une enfant obéissante, respectant les règles de ne faire du vélo que dans leur cour. Elle n'aurait pas pu aller loin avec son petit vélo, et si c'était le cas, elle aurait été retrouvée rapidement. Craignant le pire, Judy a appelé la police. Les officiers sont arrivés rapidement et ont commencé à chercher, rejoints par des pompiers et des unités canines. Ils ont fouillé le complexe et ses environs, allant de porte en porte. La police était convaincue que Callie était toujours quelque part dans le complexe. Si c'était un enlèvement, les résidents étaient des suspects les plus probables. Un étranger aurait eu du mal à entrer, prendre Callie de la cour et partir sans être remarqué. Le complexe comptait 300 unités et les résidents ont volontairement laissé entrer la police, désireux d'aider à retrouver la petite fille. Lorsque personne n'était à la maison, le gestionnaire du complexe utilisait des clés de secours pour laisser entrer les officiers. Malheureusement, toutes ces recherches n'ont rien donné. Ni Callie ni son vélo n'ont été trouvés dans aucun appartement. Les recherches ont continué toute la nuit et vers 4 heures du matin, l'affaire a été reclassée en enlèvement. Une unité spéciale a pris le relais et les détectives ont commencé à interroger Judy sur d'éventuels ennemis dans leur vie. Ils ont posé des questions sur le père de Callie, mais Judy a nié toute implication de sa part. Il n'avait aucune raison d'enlever sa fille.
Les détectives ont ensuite demandé s'il y avait quelqu'un parmi les résidents du complexe qui se comportait de manière étrange ou suspecte. Judy a alors mentionné un homme de 22 ans nommé Mark. Récemment installé dans le complexe avec sa femme et son fils d'1 an et demi, le comportement de Mark avait alarmé Judy. Ils s'étaient rencontrés quelques fois dans la cour et avaient eu de petites conversations. Une fois, il avait complimenté la beauté de Callie d'une manière qui avait semblé étrange à Judy. Il avait même ajouté qu'il avait observé toutes les petites filles du complexe et que Callie était la plus jolie. Ces mots avaient semblé hautement suspects à Judy, qui avait depuis lors évité tout contact avec Mark. Cependant, ils continuaient à se croiser occasionnellement dans la cour, et une fois, Mark avait posé à Judy une question très alarmante. Il avait demandé si Callie lui dirait si quelqu'un essayait de la toucher. Judy avait répondu par l'affirmative et avait immédiatement quitté la cour, trouvant une telle question extrêmement suspecte. Avant ces conversations avec Mark, Callie aimait jouer avec son fils sur l'aire de jeu, mais depuis lors, Judy ne laissait pas sa fille près de lui, même en sa présence. Au cours de son entretien avec les détectives, Judy se souvint d'un détail supplémentaire. Peu de temps après être sortie pour chercher Callie, elle avait vu Mark dans la cour, emmenant son fils à l'aire de jeu. Elle lui avait demandé s'il avait vu Callie, mais il avait répondu par la négative. Judy avait également remarqué quelque chose d'étrange. Les lacets de ses baskets manquaient. Les détectives décidèrent d'interroger Mark. Il nia toute implication dans la disparition de Callie et accepta même de passer un test polygraphique. Le test ne révéla aucune tromperie et Mark fut libéré. De plus, Judy avait pratiquement fourni un alibi à Mark, l'ayant vu sur l'aire de jeu avec son fils au moment où elle cherchait Callie. La police avait également fouillé son appartement au début de l'enquête, mais n'avait trouvé ni Callie ni son vélo. Ainsi, Mark cessa d'être considéré comme un suspect. Sans aucune piste, les détectives commencèrent à examiner l'éventuelle implication de Judy dans la disparition de sa fille. Comprendre que c'était une procédure standard, Judy répondit à toutes leurs questions à plusieurs reprises. Cependant, le fait que la police, en l'absence d'autres suspects, passait autant de temps à l'interroger ne fit qu'ajouter à sa détresse. Des informations sur la disparition de Callie apparurent rapidement dans les actualités locales, ainsi que sur des panneaux d'affichage et des prospectus dans toute la ville. La police reçut de nombreux appels dont le nombre total dépassa rapidement le millier. Les enquêteurs vérifièrent chacun d'eux rapidement, mais tous menèrent à des impasses. Finalement, l'affaire resta en suspens pendant des mois. Malgré le manque de progrès, Judy ne perdit jamais espoir de retrouver sa fille vivante. Elle quitta son emploi et consacra tout son temps à la recherche. Elle imprima et afficha des prospectus, contacta divers médias et fit tout pour garder l'affaire sous les yeux du public. Elle fut rejointe par des personnes compatissantes qui non seulement aidèrent à distribuer des prospectus, mais réussirent également à collecter 100 000 $ qui furent offerts en récompense pour toute information utile sur la disparition de Callie. Judy réussit même à faire couvrir cette affaire à la télévision nationale. Elle fut invitée à l'émission d'Oprah Winfrey et des informations sur la disparition de sa fille apparurent 2 fois dans une émission de télévision populaire consacrée aux crimes non résolus. Judy collabora également avec des entreprises locales pour que des prospectus avec des informations sur la disparition de Callie soient constamment présents dans leurs bureaux, établissements et véhicules commerciaux. Elle persuada même 2 compagnies aériennes d'inclure ces prospectus dans des enveloppes avec des billets. Tous ces efforts aidèrent à recueillir de nouvelles pistes, et la police enquêta diligemment sur chacune d'elles. Mais ils ne réussirent jamais à se rapprocher de la résolution de l'affaire. Cela dura 2 ans, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Le 9 août 1996, un revirement inattendu se produisit. Une femme appela la police pour signaler une dispute avec son mari. Elle en avait assez de son comportement étrange et voulait divorcer. En réponse, son mari tenta de la persuader de ne pas le faire en lui racontant ses difficultés. Il avoua soudainement qu'il avait tué Callie Poulton, plongeant sa femme dans un profond choc.
Elle prit immédiatement leur enfant, se réfugia chez son père et appela le 911. Elle révéla finalement à la police le nom de son mari, Mark Christie, le voisin de Judy. Les détectives furent surpris par l'histoire de la femme de Mark, mais ils rencontrèrent un sérieux problème. Selon la loi de l'État, toute information partagée entre conjoints était protégée et ne pouvait pas être utilisée devant un tribunal. En d'autres termes, même si Mark disait la vérité, la police n'était pas autorisée à l'arrêter ou à l'interroger. De plus, l'appartement de Mark avait été fouillé aux premières heures de l'enquête et il avait été vu dans la cour avec son fils, peu de temps après la disparition de Cally. Malgré cela, le détective Krog, qui avait écouté l'histoire de la femme de Mark, décida de lui parler. Il découvrit que Mark et sa famille avaient quitté le complexe de Cally quelques semaines seulement après sa disparition en raison de certaines accusations très graves. Mark avait été signalé par les parents de 2 filles pour s'être tenu nu dans son entrée devant leur fille. Aucune enquête n'avait été menée sur cette affaire car techniquement il était chez lui, mais le fait en lui-même semblait extrêmement suspect. Mark avait déménagé dans une autre ville située à 50 miles de Rochester et Krog s'y rendit, mais il fut accueilli par une mauvaise surprise. Au lieu de Mark, sa mère ouvrit la porte et dit que son fils ne parlerait pas à la police sans la présence d'un avocat qu'ils avaient déjà appelé. Il semblait que Mark avait appris que sa femme avait appelé la police et le détective Krug réalisa qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans cette situation. Cependant, Krug n'était pas prêt à abandonner. Pendant qu'il parlait à la mère de Mark, Mark sortit finalement et le détective réussit à le convaincre qu'il voulait juste lui poser quelques questions sur l'affaire de Cally. Krug suggéra qu'ils aillent dans le restaurant italien le plus proche et discutent autour d'une tasse de café. À sa surprise, Mark accepta, à condition que le détective l'emmène chez son avocat par la suite. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant italien à proximité et pendant tout ce temps, le détective engagea une conversation informelle avec Mark, essayant de ne pas le pousser ou le mettre sous pression. Cette tactique porta ses fruits. Alors qu'ils attendaient à leur commande, Mark commença soudainement à parler. Il exprima des regrets pour ce qu'il avait fait à Cally, disant que ses actions l'avaient hanté pendant les 2 dernières années. Selon lui, il voyait constamment Cally dans les actualités et sur les prospectus et son visage le hantait partout. Krug continua à procéder avec prudence, ne voulant pas effrayer Mark avec une pression excessive. Il le connaissait depuis les premiers jours de l'enquête, mais ce n'était pas leur première conversation. Krug a senti que Mark se vantait d'avoir trompé la police et évité la punition. Alors, il décida de jouer sur son ego. Il dit à Mark qu'il avait effectivement réussi à tromper toute l'équipe d'enquêteurs travaillant sur l'affaire. Cette tactique s'avéra efficace. Mark répondit qu'il ne voulait pas paraître fier de lui-même, mais que la façon dont il s'était débarrassé du vélo était vraiment ingénieuse. Il demanda au détective s'il voulait connaître les détails, mais il le prévint qu'il ne parlerait que du vélo et de rien d'autre. Krug continua à maintenir un ton doux, voire amical, pour éviter d'effrayer Mark et pour recueillir autant d'informations que possible. Il le rassura en lui disant qu'il n'avait pas à parler de quoi que ce soit qu'il ne voulait pas. Puis Mark déclara que le tricycle de Cally avait été dans son appartement pendant 3 jours après sa disparition. Il savait que la police fouillerait chaque appartement car lorsqu'un enfant est en danger, ils n'ont pas besoin d'un mandat. Mais il y avait une sorte de faille dans la loi. Elle permettait à la police de chercher un enfant disparu, mais pas de preuves. Cela signifie qu'ils ne pouvaient chercher que dans des endroits où un enfant pourrait tenir. Mark décida rapidement de découper le vélo en morceaux et de les cacher dans différentes parties de l'appartement qui étaient manifestement trop petites pour contenir un enfant. Par exemple, il enveloppa certaines parties dans des vêtements et les rangea dans des placards. D'autres, il les plaça dans de petits sacs et les mit dans sa voiture. Il élimina ensuite progressivement ces pièces, les emportant loin de chez lui. Des officiers de police étaient postés à la sortie du complexe, inspectant chaque voiture. Mais comme avec l'appartement, ils ne cherchaient que la fillette disparue, donc les petits sacs n'attiraient pas leur attention. En écoutant cela, le détective Krug réalisa qu'il avait une forte chance d'obtenir une confession complète de Mark. Il commença à lui dire que peut-être la mort de Cally n'était pas de sa faute et qu'il s'agissait d'un accident tragique. En réponse,
Mark demanda quelle peine il pourrait encourir et Krug répondit que très probablement, ce serait environ 25 ans. Mark dit que ce serait injuste pour lui de passer la moitié de sa vie derrière les barreaux, loin de sa femme et de son fils. Il ajouta également que pendant les 2 dernières années, il avait vécu un enfer et que cela devrait compter pour quelque chose dans la condamnation. Malgré le manque évident de sens dans ses mots, Krug continua avec sa tactique et dit à Mark qu'il devrait peut-être soulager sa souffrance et dire ce qui s'est vraiment passé. Mark répondit qu'il était prêt à tout avouer, mais seulement après avoir parlé à un avocat. Bien sûr, le détective comprit qu'aucun avocat ne permettrait à son client d'avouer un crime, même s'il l'avait vraiment commis, s'il n'y avait aucune preuve contre lui. Il décida donc d'être honnête avec Mark à ce sujet et ajouta que dans ce cas, les parents de Cally ne sauraient jamais ce qui était arrivé à leur fille ou si elle avait souffert avant sa mort. Puis Mark répondit « Elle n'a pas souffert ». Le détective a senti que Mark était prêt à tout avouer. Alors il a dit qu'il était temps de faire ce qui était juste pour lui-même, sa famille et Dieu. En entendant cela, Mark a regardé le détective et a finalement admis ce qu'il avait fait. Il a répété que la fille n'avait pas souffert et il a dit qu'il l'avait étranglée. Il a immédiatement ajouté qu'il ne lui avait rien fait d'autre. Selon Mark, ce soir-là, Cally est venue dans son appartement et a demandé à jouer avec son fils d'1 an et demi. Il l'a laissé entrer et a pris son vélo pour le mettre dans la cuisine. Il savait que la mère de Cally ne lui permettrait pas de venir à cet endroit, alors il a décidé de ne pas attirer l'attention. Cally est montée à l'étage, au 2e étage de l'appartement, dans la chambre de son fils où elle a commencé à jouer avec lui. Environ 10 minutes plus tard, Mark a entendu Judy dans la cour appeler le nom de sa fille et il a paniqué. Il a réalisé que sa mère serait furieuse qu'il ait laissé la fille entrer dans sa maison sans sa permission. Alors Mark est monté dans la chambre et a étranglé Cally avec ses mains nues. Le détective Krug a immédiatement eu des doutes sur certaines parties de cette histoire. Il semblait beaucoup plus probable que Mark lui-même ait attiré Cally dans son appartement sous prétexte de jouer avec son fils. Profitant du fait que sa femme était occupée, il aurait pu essayer de la molester et lorsqu'il a entendu Judy appeler son nom, il aurait pu avoir peur que Cally lui raconte tout. Le détective se souvient également que Judy l'a vu dehors portant des baskets sans lacets, suggérant qu'il les avait utilisées pour étrangler la victime. Cela signifierait que le crime n'était pas aussi spontané qu'il aurait eu le temps d'y réfléchir en retirant les lacets de ses chaussures. Apparemment, Mark a essayé de minimiser la gravité de son crime en changeant certains détails de cette histoire. Mais Krug a compris que s'il exprimait ses doutes, Mark pourrait changer d'avis et refuser de dire ce qu'il a fait avec le corps. Et le détective avait besoin d'obtenir cette information, alors il a continué à jouer le jeu et à écouter l'histoire. Mark a prétendu qu'après avoir commis le meurtre, il a emmené le corps de Cally à la cuisine et l'a laissé par terre, puis il a pris son fils et est sorti pour se créer un alibi. Il entendait constamment Judy appeler sa fille dans la cour, alors il voulait délibérément être vu par elle et dissiper tous les soupçons. Après que la femme l'a vu sur l'aire de jeu et est allée fouiller le territoire du complexe, Mark est rentré chez lui et a placé le corps de Cally dans un panier à linge le recouvrant de vêtements. Quelques minutes plus tard, il a sorti le panier et l'a placé dans le coffre de sa voiture. À ce moment-là, il y avait déjà beaucoup de monde dans la cour, aidant Judy à chercher sa fille. Selon Mark, il y avait un tel chaos que personne ne l'a même remarqué. Mark a également pris son fils avec lui et a conduit jusqu'à l'entreprise où il travaillait comme gardien de sécurité. Il a garé sa voiture près de l'arrière du grand bâtiment et a laissé le panier avec le corps de Cally près de la porte. Il a ensuite fait le tour et est entré par l'entrée principale. Comme Mark avait congé ce jour-là, il a menti à ses collègues en disant qu'il avait oublié quelque chose au travail. L'histoire n'a suscité aucun soupçon, alors Mark a traversé le bâtiment et a ouvert la porte arrière de l'intérieur. Il a pris le panier avec le corps de la victime et est monté sur un énorme réservoir rempli de liquide de refroidissement. Il a ouvert le couvercle supérieur et a laissé tomber Cally dedans, attachant d'abord un objet métallique lourd à elle. Ensuite, il a jeté tous les vêtements de la victime, mais a précisé qu'il n'avait pas enlevé les boucles d'oreilles.
Puis il est rentré chez lui et a immédiatement rejoint la recherche de Cali avec les autres voisins. Au terme de sa confession, Mark a admis que tuer Cali était une grave erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, le détective Crook a réglé leur repas et Mark a laissé un pourboire de $2. Par la suite, il a accompagné volontairement le détective au poste de police où il a été arrêté pour meurtre. Dès que l'avocat de Mark a appris sa confession, il a tenté de la rétracter, mais en vain. Mark avait fourni toutes les informations de son plein gré et le détective Crook n'avait enfreint aucune loi. La police s'est immédiatement rendue sur le lieu de travail de Mark et a ouvert le réservoir. 2 ans plus tard, le corps de la petite fille était toujours à l'intérieur, bien que le degré de décomposition n'ait pas permis aux experts de déterminer la cause de la mort ou d'autres détails. Ils ont seulement pu confirmer son identité et Judy a enfin pu enterrer sa fille. Mark a plaidé coupable devant le juge et a été condamné à un minimum de 25 ans de prison, comme le lui avait dit le détective Krug. L'avocat de Mark a réussi à négocier un accord où les charges d'enlèvement contre son client ont été abandonnées et il n'a été puni que pour le meurtre. Cependant, l'histoire de Mark ne s'est pas arrêtée là. En 2010, la police a rouvert une vieille affaire datant de 1988. Une femme de 74 ans nommée Viola Manville a été brutalement assassinée alors qu'elle se promenait dans une banlieue de Rochester. Les détectives avaient plusieurs suspects, dont Mark, qui n'avait que 16 ans à l'époque. Mais il avait réussi un test de polygraphe lors de l'interrogatoire, ne montrant aucun signe de tromperie. Finalement, un homme nommé Frank Sterling a été arrêté pour le crime. Au début, il a nié sa culpabilité, mais après un interrogatoire acharné toute la nuit, il a avoué le meurtre. Après avoir été en prison, Frank a essayé de faire appel de sa condamnation, affirmant que la police avait contraint sa confession et qu'à la fin de l'interrogatoire, il pouvait à peine comprendre ce qui se passait. Cependant, toutes les tentatives de Frank pour prouver son innocence ont échoué jusqu'en 2010, lorsque l'affaire a été rouverte et que toutes les preuves existantes ont été envoyées au laboratoire. Les experts ont trouvé un échantillon d'ADN du suspect qui ne correspondait pas à celui de Frank, mais correspondait parfaitement à un autre détenu de la base de données du FBI, Mark Christie. En 2011, à l'âge de 39 ans, Mark a avoué le meurtre de Viola et a reçu 28 ans de prison supplémentaire. Cependant, il n'a pas divulgué les motifs de ses actions et n'a montré aucun remords. Quant à Frank, il a été libéré de prison après 19 ans d'emprisonnement injustifié. Il a poursuivi les autorités et a reçu près de $10 millions en 2014. Mais il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans, seulement 3 ans plus tard. Mark continue de purger sa peine en prison, mais il pourrait être admissible à une libération conditionnelle dans quelques années. Cependant, il n'y a aucune garantie de sa libération. Il est important de noter que si les enquêteurs de l'affaire Viola Manville n'avaient pas fixé leur attention sur un autre suspect et l'avaient contraint à avouer un crime qu'il n'avait pas commis, Mark aurait pu être incarcéré plus tôt et il n'aurait pas eu l'opportunité de tuer Cali. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.